Qu'est-ce qui différencie selon toi le plus justement le salarié, l'indépendant et le chef d'entreprise quand on parle de stratégie patrimoniale? Chaque statut va avoir des spécificités en termes de revenus. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on a des revenus flexibles, variables? Si on est chef d'entreprise, on a peut-être d'autres choses aussi à gérer. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir quand on a des revenus qui sont fluctuants? Mais en tout cas, il ne faut pas attendre de gagner plus pour commencer à investir. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Patrimoine. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux Innovea, la chaîne YouTube et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez évidemment pas non plus à vous abonner pour ne rien louper. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est votre stratégie patrimoniale en fonction de votre statut professionnel, que vous soyez salarié, indépendant ou chef d'entreprise. Et pour ça, on reçoit un grand spécialiste du sujet, c'est Alexandre Ergotte, qui est conseiller en investissement financier chez Innovea. Bonjour Alexandre. Bonjour Gwenaëlle. Ravi de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc Alexandre Ergotte, j'ai 36 ans, je suis de la région lyonnaise, j'ai une petite fille, Thaïs, de 6 ans et demi, et je vais bientôt fêter les 10 ans de la création de mon cabinet. Et avant, tu faisais quoi? Alors, je suis issu d'une famille de basketteurs, donc tout naturellement... Ça se voit un peu, hein. Je pense que les gens qui nous regardent vont voir qu'en effet, tu fais quelle taille? Je fais 2,02 m. Oh, voilà, très bien, ça on impose tout de suite. Ça pose un petit peu le cadre. Donc ouais, issu d'une famille de basketteurs, donc tout naturellement, j'ai grandi avec la balle orange entre les mains et j'ai eu un parcours sportif en parallèle de mes études. J'ai intégré très rapidement un centre de formation donc, de l'Asvel en région lyonnaise. Le basket m'a permis d'aller aux États-Unis, à l'université pendant 2 ans, donc, pour jouer au basket. Génial. Et en venant, j'ai lancé ma carrière donc, en France et ça a été mon métier pendant 10 ans. Et alors, comment on passe de basketteur pro à tout d'un coup conseiller en investissement financier? C'est la question, et en fait, tout sportif a une date de péremption dans le dos, malheureusement. Donc, il faut y réfléchir un petit peu. C'est vrai que vous avez une carrière qui sont courtes quand même. Hein. Assez courte, alors on a le temps de faire des choses, mais on a le temps aussi d'anticiper. Et donc, moi, ça a toujours été un sujet. Et en 2015, j'ai eu l'opportunité de découvrir le métier de conseiller en investissement, un petit peu par hasard. Ouais. Et ça a répondu à plein de questions. Déjà, à titre perso, je n'étais pas accompagné. Et alors, pour la petite histoire, je venais d'acheter un appartement avec ma banque. Je me suis très vite rendu compte que le montage financier, c'était catastrophique. Pas ça, d'accord. Donc, j'ai très vite corrigé le tir. Et surtout, les échanges avec mes coéquipiers, mes potes basketteurs, on gagne très bien notre vie, on a de bons salaires, mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Comment est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on achète de l'immobilier, de la finance? Et du coup, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir faire un métier qui a du sens et surtout, je vais pouvoir accompagner la totalité du marché de basketteurs et basketteuses en France. Oui, ce que j'allais te dire maintenant, en fait, tu fais tous les basketteurs, tu fais les sportifs. Alors finalement, non. J'ai quand même pas mal de clients basketteurs et basketteuses, mais je me suis aussi rendu compte que tout le monde a besoin d'être accompagné, tout le monde a des objectifs de vie. Donc c'est mon métier aujourd'hui de pouvoir accompagner un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Alors avec toi, on va parler de stratégie patrimoniale. Déjà, qu'est-ce que tu mets toi derrière ce terme-là et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Déjà, si on se pose aujourd'hui, on parle beaucoup d'inflation, de retraite, de parfois crise financière, etc. Mais on parle peu d'éducation financière. Pour moi, une stratégie patrimoniale, c'est un petit peu la feuille de route qu'on va poser pour atteindre ses objectifs de vie. Préparer l'avenir de ses enfants, la retraite, acheter un bien immobilier... Partir en vacances. Partir en vacances, exactement, faire un tour du monde. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un chemin, une stratégie qui va nous permettre de financer ces projets en tenant compte de notre situation et de tout ce qui va concerner la situation professionnelle, familiale, patrimoniale, etc. Alors justement, en quoi cette stratégie, elle peut varier en fonction de son statut professionnel? Chaque statut va avoir des spécificités en termes de revenus. Est-ce qu'on est salarié? Est-ce qu'on a des revenus flexibles, variables? En fonction aussi de sujets juridiques. Si on est chef d'entreprise, on a peut-être d'autres choses aussi à gérer. Donc ça va être tourné autour de la typologie de revenus, de la protection sociale et finalement de l'ensemble juridique. Alors on va aller de plus en plus profond et avec pas mal de détails, mais déjà, qu'est-ce qui différencie selon toi le plus justement le salarié, l'indépendant et le chef d'entreprise quand on parle de stratégie patrimoniale? Si on se base sur les revenus, déjà dans un premier temps, le salarié, il a un salaire fixe. Constant. On verra peut-être que fixe dans le temps, peut-être pas, mais en tout cas, le salaire est fixe. L'indépendant, ça va être plutôt des revenus variables, mais il va garder une flexibilité, par contre, dans la mise en œuvre de ses revenus. Et le chef d'entreprise,
Là, on a un niveau Mm. de complexité peut-être un petit peu plus élevé, mais avec un choix du pilotage de sa rémunération et puis une gestion aussi de différents paramètres Ouais. comptables, juridiques, etc. Alors quand même, avant de voir justement les différences, et puis on les prendra les uns après les autres, est-ce qu'il y a quand même une règle d'or qui est commune finalement à toutes ces professions? Oui, je dirais fixer des objectifs, se donner du temps pour penser à ces objectifs, parce que finalement, sans objectif précis, on va parler produit, alors que si on a des objectifs bien définis, là, on va pouvoir mettre en œuvre une stratégie. Oui, la porte d'entrée n'est pas la même. La porte d'entrée n'est pas la même, mais on se base quand même sur, quel que soit son profil, sur quels objectifs on veut atteindre à titre personnel. Et le reste en découlera. Et c'est là où on se rend bien compte que c'est du cas par cas, en fait. Même Exactement. là, nous, on va rester un peu dans des généralités, mais en effet, au sein des salariés, il y a 1001 salariés différents et 1001 chefs d'entreprise différents. Exactement. Alors, je te propose qu'on commence justement des cas concrets en fonction des profils, et on va commencer avec le cas d'un salarié. On va prendre simple, un salarié qui a un CDI avec un salaire stable, voilà, peut-être le lot commun. Par quoi il doit commencer sa stratégie? Je dirais par un bilan, déjà. On va poser les bases, sa situation familiale, financière, donc le salaire, justement, mais peut-être ce qu'il a déjà mis en place, de l'épargne, des placements. Prendre également sa fiscalité en compte, et surtout, comme on vient de le dire, définir la feuille de route, donc définir ses objectifs. Et en fait, quand tu fais ce premier rendez-vous, ça dure combien de temps? Et est-ce qu'il faut, 2 heures, ouais. Et est-ce qu'il faut venir avec des documents particuliers pour que tu puisses toi après travailler? Alors effectivement, moi je suis le prof qui donne des devoirs avant le cours, du coup. Donc, d'accord, on n'a pas encore la leçon, voilà, on a déjà les exercices. on a les exercices à faire, okay. Mais en fait c'est important, donc je demande tout un tas d'informations pour un petit peu faire une image à l'instant T, une photo à l'instant T de la situation des gens que je rencontre, tout simplement pour gagner du temps le jour J et pas trop de valeur ajoutée à faire de la saisie sur mon ordinateur de ces données-là. Et puis c'est des infos que les clients connaissent. Donc on va parler principalement du patrimoine déjà mis en place, mais on va également parler de budget au travers d'un tableau budgétaire qui va permettre de recenser toutes les dépenses courantes liées aux enfants, liées au transport, aux voitures, etc. Mais également les loisirs, vacances, shopping. Oui, est-ce qu'on est dépensier ou pas? Est-ce que voilà, il n'y a pas de jugement. Non. C'est vraiment faire l'état des lieux, des choses, et ne pas se mentir à soi-même surtout. Oui, ça c'est important. Bon, on imagine aussi que tu fais quand même beaucoup aussi de pédagogie, parce que c'est peut-être pas si évident que ça, et que les gens savent peut-être pas forcément en quoi consiste ton métier précisément. C'est déjà leur expliquer à quoi je vais servir dans l'accompagnement. J'aime bien prendre l'image du GPS. Un GPS, quand on veut aller à un endroit, on va rentrer la destination. Par contre, tant que le conducteur ne se met pas derrière le volant, ne met pas le plein aussi, ça peut être utile, tourne la clé et appuie sur l'accélérateur, le GPS n'aura aucune utilité. Alors, on garde donc mon salarié. Déjà, est-ce qu'il y a des avantages particuliers attachés au statut de salarié? Oui, il y en a quelques-uns. On parlait de la rémunération, stable. Stable, déjà. La stabilité, oui. C'est quelque chose d'important. Alors, la stabilité va aussi apporter une vision. Et donc, cette stabilité, c'est gage aussi de construire une stratégie patrimoniale dans le temps long. On peut parler de la protection sociale, qui est solide. Oui. La mutuelle, qui peut être cofinancée avec l'employeur. Parfois, des mécanismes d'épargne qu'on peut retrouver au niveau de l'entreprise. En fonction de l'entreprise, l'abondement, l'intéressement, la participation. Et s'il y en a un que les banques aiment bien, c'est bien le salarié avec le CDI. C'est gage de sécurité. Ça reste encore le Graal, un peu. Ça reste, alors, on arrive à financer tout type de profil, bien évidemment, mais le salarié a quand même plus de facilité. Il passe plus facilement, voilà, quoi. Le CDI, le fameux CDI. Alors, dans son cas-là, notre salarié, selon toi, il vaut mieux privilégier l'épargne ou l'investissement? Pour moi, c'est pas l'épargne ou l'investissement, c'est les deux. L'épargne, ça va être la mise en sécurité. On va constituer une épargne de précaution, une épargne de sécurité pour combler des éventuels aléas. L'investissement, ça va être pour construire et pour atteindre ses objectifs. Donc, on pilote les deux. Une fois que l'épargne de sécurité et l'épargne de précaution est en place, on va pouvoir préparer la stratégie et se servir d'une épargne potentielle mensuelle pour créer ces investissements et construire dans le temps. Donc, j'entends quand même qu'il y a une temporalité qui est un peu différente. Tu commencerais d'abord par l'épargne, on sécurise, et après, on voit ce qu'on peut faire en plus. Et potentiellement, ça peut être de l'immobilier. Ça peut se mettre en place en même temps. Ça va dépendre des ressources. Mais il m'arrive parfois
de dire à des gens que je rencontre, ah non, là vous n'avez pas d'épargne de précaution, pas d'épargne de sécurité, donc vous allez faire le travail de mettre de l'argent de côté sur des livrets bancaires, livrets A, livrets de développement durable, et on se revoit dans quelques temps, et là on pourra avancer sur la stratégie. Alors que le Français il est quand même amoureux de la pierre. Hein. C'est-à-dire quand on regarde les chiffres, en général, c'est d'abord l'immobilier. Selon l'INSEE, 6 Français sur 10 ont acheté un bien immobilier. C'est un peu la valeur première vers laquelle on se tend en général. On aime ça en France, l'immobilier. Alors c'est un très bon outil, et au risque de me faire quelques ennemis, parce que le Français aime bien cette pierre, pour moi l'immobilier reste un outil, reste un levier. C'est pas forcément une fin en soi. Ce qu'il faut se poser comme question à ce moment-là, c'est pas forcément est-ce que je dois acheter, parce qu'on nous pousse quand même à acheter très tôt notre résidence principale. Alors, je vais faire le focus juste sur la résidence principale. Voilà, on met un toit sur notre tête. C'est vraiment ça l'idée. Mais dans certains cas, il faut poser les chiffres. Et la question à se poser, c'est plutôt est-ce que ça correspond à ma situation financière, et surtout est-ce que ça correspond à mes autres objectifs de vie. Parce qu'on se rend compte très souvent dans des villes, alors je suis lyonnais, je peux parler de ma ville, à Lyon, le poids de l'immobilier résidentiel pèse très lourd dans les finances des habitants. On peut voir ça dans plein d'autres villes, hein, Paris, etc. Et donc, ça peut être problématique dans certains cas, et on ne va pas forcément pouvoir financer les autres objectifs que l'on a, les études des enfants, sa retraite, parce que tout part dans le logement. Donc toi, tu dirais qu'il ne faut pas être aussi tranché que ça. C'est-à-dire que, par exemple, on peut faire le choix de dire peut-être qu'en ce moment, c'est mieux de rester locataire et pas forcément d'acheter. C'est ça que tu veux dire. C'est un très bon exemple, et c'est un conseil que je donne très souvent. C'est vrai. Mais je le fais sur des chiffres, sur une situation réelle. Je pose la question, très clairement, regardez sur des sites d'annonces immobilières, si vous souhaitez changer de maison, par exemple, combien ça vous coûterait en location. Si par contre vous achetez, première chose, parler du salarié, le CDI, combien est-ce que la banque peut vous prêter? Combien ça va vous coûter mensuellement? Et il ne faut pas non plus oublier que quand on est propriétaire, on a des taxes à payer, la taxe foncière, on a l'entretien total de son bien immobilier, alors que quand on est locataire, on a juste son loyer, peut-être quelques charges. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'en fait, le fait d'être locataire, c'est de l'argent perdu. Alors qu'en fait, quand je t'écoute, tu dis, on peut considérer ça comme ça, mais ça veut dire aussi qu'on garde de l'argent pour l'investir ailleurs. C'est ça. Exactement. Mais on n'a pas encore ce réflexe-là. C'est de l'argent, non pas perdu, mais donné à quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Par contre, il faut voir le delta entre le loyer et la potentielle mensualité majorée des différentes charges quand on est propriétaire. Et j'ai un cas très précis en tête où finalement le deal avec les clients, c'était de se dire, vous savez, à peu près 600 €, c'était le cas de figure, 600 € de différence entre votre loyer et si vous achetez. Vous allez quand même sortir la même mensualité que si vous aviez acheté, mais les 600 € de différence, on va les investir. Et on se rend compte, au bout de 20-25 ans, qu'on s'est beaucoup plus enrichi en investissant qu'en achetant sa résidence principale, parce que par définition, la résidence principale, c'est un passif, c'est une charge. Ça ne va pas forcément prendre de la valeur, mis à part le jour de la revente. Mais du coup, il faudra racheter quelque chose d'autre qui aura aussi augmenté en tarif. Alors, on reste avec mon salarié. Tu as dit les deux, si possible, épargne et investissement. Combien est-ce qu'il faudrait épargner idéalement par mois? Il n'y a pas vraiment de réponse précise. Comment ça se calcule, ça? C'est pas combien, mais plutôt pourquoi. Déjà, dans un premier temps. Et je vais partir du tableau budgétaire. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, ce fameux recueil de toutes les charges. Si on met les revenus en face, on obtient du coup la différence et donc on obtient un solde budgétaire. Ce solde budgétaire va donner une image réelle de la capacité d'épargne et d'investissement des clients. Pour donner un petit exemple qui m'a marqué, parce que c'est un des premiers couples que j'ai accompagnés. Quand je leur ai posé la question à l'époque, vous êtes prêt à mettre combien de côté tous les mois pour atteindre vos objectifs? La réponse, très rapide, 200 €, 250 € peut-être maximum. J'avais les chiffres à côté, j'avais la situation, ça me paraissait bizarre. Je savais qu'il allait il y avait quelque chose en plus, mais ils n'en avaient pas conscience. Donc, entre les deux rendez-vous, je leur ai demandé de travailler sur le tableau budgétaire et de faire ce travail sérieusement. Vraiment, de poser les choses. On se revoit lors du second rendez-vous, et là, on se rend compte... C'est même eux qui ont fait la remarque, mais on n'avait pas conscience, Alexandre, en fait, d'avoir cette capacité d'épargne. C'était combien? 816 €, exactement. Alors, on n'a pas mis 816 €, on a mis 800 pour le coup. Ah ouais. Donc, préparer leur avenir, et il y avait donc les études des enfants, notamment avec 800 € par rapport à 200, le résultat est forcément différent.
Allez, quelles erreurs font le plus souvent les salariés dans leur stratégie? Je dirais que la première, c'est de se croire en sécurité, parce qu'on est salarié, et donc peut-être de ne pas anticiper ces licenciements ou ne plus faire l'affaire et on est remercié. Ou un choix de vie, ou un de choix de dire vie. Je m'en vais et ça suffit. Alors le choix de vie peut être préparé, Oui. mais en tout cas, le côté imprévu Oui. et de sous-estimer un petit peu cette épargne de précaution dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment de prendre le temps de définir tout ça. Et le deuxième, j'ai envie de dire, d'avoir une épargne sans réelle stratégie, donc juste d'accumuler de l'argent et de ne pas prendre ce temps justement d'être conseillé. Et du coup, de peut-être pas prendre en plus les bons produits d'épargne dans ces cas-là, parce qu'on met juste de l'argent de côté, quoi. Est-ce que la retraite est déjà un sujet rapidement à ce stade-là? La retraite. Alors, c'est un sujet tout le temps. Pourquoi? Parce Dès le berceau. Dès le berceau. Non, peut-être pas. Il y a peut-être d'autres sujets à traiter avant. Mais la retraite peut être très vite un sujet. Je vais faire un petit parallèle. Vous souhaitez avoir un montant d'épargne à la retraite, admettons 100 000 euros. Si on démarre 25 ans plus tôt, ça pèse beaucoup moins lourd. L'effort est moins important, on est d'accord. Est moins important que si on démarre 5 ans avant le passage à la retraite. Là, il va falloir turbiner, quoi. Exactement. Donc, plus on démarre tôt, plus ce sera confortable et plus on aura de chances d'arriver à ses fins. Ok. On entend souvent « j'attends de gagner plus pour en effet investir ». Est-ce que c'est une erreur stratégique ou est-ce que c'est plutôt une prudence légitime, on va dire, par exemple, je gagne 2 000 euros par mois, est-ce qu'en effet tu te dis, oui, vaut mieux attendre de gagner un peu plus? C'est une erreur. C'est une erreur forcément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut accompagner nos clients à investir sur des solutions haut de gamme à partir de 25 euros par mois. 25 euros par mois? 25 euros par mois. Ouais. Donc ça laisse le champ des possibles. Oui, carrément. Le travail, et on vient d'en parler, mais c'est ce fameux tableau budgétaire. Dès qu'on prend le temps de regarder ses dépenses, on se rend compte que même avec un salaire à 2 000 euros par mois, voire même parfois moins, parce que j'ai le cas avec certains clients, on peut dégager une capacité d'épargne et une capacité d'investissement, donc de répondre à ses objectifs de vie. Alors, on va passer au cas, j'ai envie de dire numéro 2, la question des indépendants, des freelances. On va prendre, je ne sais pas, un photographe qui aurait de fait des revenus irréguliers en fonction de ses missions et en fonction de ce qu'il décroche. Pourquoi, selon toi, quand même, les indépendants doivent être plus vigilants que les autres? Tu l'as dit, par rapport justement à cette variabilité des revenus. Alors l'idée, c'est vraiment de partir de ce qui est généré et de regarder en face les besoins personnels, le fameux fonds de roulement. L'instabilité des revenus, on va pouvoir la compenser en se fixant une hygiène de vie financière, justement, et en se structurant sur le budget. Et donc, si on encaisse beaucoup d'argent sur peu de mois, et qu'on connaît en face le besoin en fonds de roulement et donc le montant de charge à décaisser, on peut piloter la rémunération et garder en réserve pour les mois où, justement, l'activité est peut-être moindre. Ça veut dire que là, quand même, il faut avoir un œil plus important encore, plus régulier qu'un salarié, c'est ça que ça veut dire quand même? Il faut se cadrer, ça c'est clair. Et c'est souvent alors ça sort un peu de ma mission de conseiller en investissement, mais c'est un constat que je fais régulièrement, c'est que finalement l'indépendant, le freelance, quand il démarre, il ne structure pas son activité. Ça vient d'une passion. Il attend de voir ce que ça va donner, comment ça se passe, etc. Et c'est une erreur, parce que si on se structure dès le début, on va pouvoir mettre en place les choses nécessaires justement pour cette santé financière, bonne santé financière. Alors concrètement, tu dis en effet qu'il faut gérer l'irrégularité de ses revenus. Ça passe par quoi en fait? Ça passe par le travail budgétaire, ça passe par mettre une petite épargne en place mensuelle pour s'assurer justement ce train de vie et surtout se dire les aléas sont couverts. Je vais donner un exemple très concret. Admettons que notre photographe se fixe un montant d'épargne de 150 euros par mois. Chaque mois, il les met de côté. Quand un mois, il encaisse plus, admettons 500 euros de delta, et ces 500 euros-là, il va pouvoir les stocker sur un livret, c'est ce que je conseille, un livret réglementé, bancaire, traditionnel. Pour qu'il puisse en plus les retirer assez rapidement et sans contrainte. Qu'il reste disponible, effectivement, c'est ça, sans faut faire contrainte attention. et garantie. C'est aussi important. Et avec ce genre de profil, très souvent, on se voit tous les 6 mois, parfois même plus fréquemment. Et à chaque fois qu'on fait un point, on fait l'état des comptes. J'ai pas pioché dans mon épargne de sécurité, donc je peux réinvestir. Et c'est souvent le cas quand
quand on fait ces points-là. Et donc, on peut diversifier les investissements, on peut remettre au pot, et on redonne un élan à la stratégie. Donc, finalement, c'est un petit peu de mensuel, et puis du ponctuel de temps en temps, quand il y a un trop-plein. Je t'écoute et je me dis, oh là, j'ai plein de trucs à faire à la maison quand je vais rentrer. Il va falloir qu'en effet, je règle certains problèmes. Donc, on comprend bien en t'écoutant qu'en fait, on comprend qu'il faut en effet quand même épargner, même avec des revenus irréguliers. Quelles protections sont souvent négligées quand on est indépendant? Je penserais à la prévoyance. Ouais. La prévoyance, c'est une assurance qui va couvrir en cas d'aléa, en cas d'incapacité de travailler, qui va nous couvrir financièrement. Ouais. Grosso modo, quand tout va bien, on paye nos cotisations, et si un aléa survient, l'assurance va nous indemniser et nous permettre de maintenir une rémunération et donc protéger la famille. Très souvent, l'indépendant oublie cette petite particularité et se dit « je suis jeune, je suis en bonne santé, rien ne va m'arriver ». Malheureusement, un accident, une maladie peut vite arriver et les conséquences financières parfois peuvent être dramatiques. Ouais. Donc ça vaut le coup de dépenser un peu quand même par mois pour ça, quoi. Alors je souhaite à tout le monde de dépenser à fond perdu, très clairement. Oui, bien sûr. Mais quand il y a besoin, ça peut être utile. Tout à l'heure, avec les salariés, on voyait il y a épargner et investir. Donc on a vu là, avec les indépendants, c'est aussi important d'épargner en fonction, en effet, des revenus. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir quand on a des revenus qui sont fluctuants? Bien sûr. Comme on l'a vu, pour le salarié avec ses 2 000 € par mois, on peut investir à partir de 25 € par mois. Donc, on peut vraiment mettre en place une stratégie, et cette stratégie sera évolutive dans tous les cas. Donc, on va faire évoluer en fonction de la situation professionnelle, de la situation financière, et donc, à un moment donné, peut-être que la capacité d'investissement évoluera aussi à la hausse, et c'est ce qu'on cherche tous. Mais en tout cas, il ne faut pas attendre de gagner plus pour commencer à investir. Ok, donc épargner, investir. On sait aussi que les pensions des indépendants sont structurellement assez faibles. Est-ce qu'un indépendant peut vraiment compenser ce futur manque à gagner? Oui, en étant encore plus structuré. On entend là qu'il y a le cadre, il faut y aller, le cadre, il faut y aller. Et surtout commencer tôt. On a un travail en tant que conseiller de sensibiliser les gens, justement, sur ces sujets. Alors, on entend beaucoup parler de retraite, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et donc, c'est notre travail de sensibiliser les personnes que l'on rencontre et leur dire que plus on démarre tôt, comme je le disais tout à l'heure, plus on sera dans une capacité d'atteindre nos objectifs. Et donc, là, en parlant de retraite, de compenser le manque à gagner et de maintenir notre niveau de vie le jour où on veut partir en grandes vacances. Ça, c'est peut-être quand même une particularité à la fois des indépendants et des chefs d'entreprise, c'est que j'imagine que le mécanisme de la retraite doit être pensé très très tôt, parce qu'on sait qu'en effet, ce qui est prévu est assez faible. Exactement, et il faut se structurer, encore une fois. Allez, justement, on passe au dernier cas, l'entrepreneur. Donc, on va prendre une chef d'entreprise, dirigeante de sa société. Est-ce que c'est plus complexe à mettre en place comme stratégie? J'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de gradation. J'ai eu le sentiment qu'il y a le salarié, il y a l'indépendant, et puis ça me donne l'impression que, chef d'entreprise, là, ça devient plus complexe. Plus complexe, non. Il y a plus de leviers, plus de paramètres à prendre en compte. D'accord. Si on prend la rémunération, par exemple, la chef d'entreprise va avoir le choix de se verser des salaires, potentiellement des dividendes, de piloter sa trésorerie. Tous ces choix vont avoir un impact fiscal sur le foyer, mais également sur l'entreprise. Donc, juste en regardant sur ce petit détail-là, on voit qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais toujours se rappeler que si on fixe la feuille de route, la fameuse stratégie de base avec les objectifs, on va pouvoir piloter la rémunération, la protection sociale, comme on en parlait tout à l'heure, avec les mutuelles, etc., mais également la fiscalité liée aux revenus et à la structuration de l'entreprise. Et est-ce que tu conseilles justement de raisonner différemment entre le patrimoine pro et le patrimoine perso, ou est-ce que finalement c'est intimement lié? Il n'y a pas de différence. En fait, le patrimoine, la stratégie professionnelle, le patrimoine professionnel, c'est le moteur. C'est ce qui va permettre de créer de la valeur, générer des revenus, construire le patrimoine. La stratégie personnelle, c'est les objectifs de vie. Et in fine, l'entreprise n'est qu'un outil. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de différence. C'est de se servir de la stratégie professionnelle pour nourrir les objectifs personnels. Alors, salaire ou dividende,
quel est le meilleur choix? Et peut-être nous expliquer aussi un peu la différence, parce qu'il n'y a pas que des chefs d'entreprise qui nous regardent. Oui, bien sûr. Donc, il y a des gens qui ne fonctionnent que par le salariat. C'est quoi la différence et quel est le bon choix quand on est chef d'entreprise, puisqu'on a le choix de faire l'un ou l'autre? Alors, je vais commencer par le choix. Il n'y a pas de réponse universelle, donc c'est Ouais. du cas par cas. Je donnerai un exemple assez simple. Oui, il ne faut pas se défausser quand même. Hein. Je veux quand même une Alors, réponse je à la vais fin. donner la réponse tout de suite et j'apporterai mon exemple juste après. D'accord. Le salaire, tout le monde connaît le salaire, Ouais. donc on se verse un salaire que l'on a décidé. Mm. L'impact pour le chef d'entreprise, ça va être les charges salariales au niveau de sa structure professionnelle, qui peuvent être importantes. Et les dividendes, c'est une somme d'argent qu'on va percevoir, qu'on va vouloir se verser sur son bénéfice, donc sortir de la trésorerie de sa société. Et là, ça va être imposé directement à un petit peu plus de 30%, la fameuse flat tax. Ouais. Et donc, ça coûte cher aussi en impôts. Mais du coup, on va pouvoir piloter les deux selon les besoins. D'accord. Je reprends mon exemple, justement. Chef d'entreprise qui veut acheter sa résidence principale. On sait, les banques n'excluent pas, mais préfèrent le salaire au dividende. Donc peut-être que dans sa stratégie, il est plus intéressant de se verser des salaires et d'être bankable aux yeux de la banque, justement pour obtenir ce financement et lancer le projet immobilier. Et une fois que le projet est lancé, finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de réduire la voilure et de se verser un complément de dividende, par exemple? Ouais. Donc là, en effet, on voit qu'en fonction de sa stratégie, ça change. Comment optimiser sa fiscalité sans prendre de risques? Alors, la fiscalité, c'est un vaste sujet. Beaucoup de personnes veulent anéantir l'impôt. Ouais. On paye payer de le l'impôt. moins possible, On paye le moins possible. Voilà, pas du tout. Le sujet, c'est pas forcément d'en payer le moins possible, c'est payer un impôt juste et au bon moment. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. La fiscalité, je vais donner un exemple très concret pour l'imager. Je rencontre un chef d'entreprise, patron d'une PME dans l'industrie. Premier sujet, et il n'y avait que ça comme objectif, je ne veux plus payer d'impôts, je paye beaucoup trop d'impôts, j'en ai marre. Tu dois le voir souvent, ça, Alors, quand même. je le vois souvent, effectivement. Stratégiquement, j'aurais pu lui proposer une solution de défiscalisation au travers d'un placement, d'un investissement immobilier, peu importe. Je suis allé un petit peu plus loin que ça. J'ai demandé à ce chef d'entreprise, et donc à sa compagne, de se poser sur leur budget. De remplir, encore une fois, ce fameux tableau budgétaire. Mauvais élève, ce qui ne me l'avait pas rempli avant le rendez-vous. Donc je lui ai demandé de le faire, et de le faire encore une fois sérieusement, sans se mentir. L'analyse était très simple. Les revenus de monsieur étaient beaucoup trop élevés par rapport aux besoins réels au niveau du foyer. D'accord. Donc on a mis en place une stratégie d'investissement à titre personnel, mais en réduisant la voilure. Donc il a baissé ses revenus directement à la source, parce qu'il peut piloter, les chefs d'entreprise, ils choisissent ce qu'il veut faire. Bien sûr. L'impact a été immédiat. On baisse les revenus, on baisse donc l'impôt personnel. Mécanique de l'autre côté, de la frontière, à titre pro, on baisse également les charges salariales. Le différentiel, on ne va pas le laisser végéter dans les comptes de la société. Donc, on a mis en place, dans ces structures, différentes structures juridiques, des investissements qui sont réalisés justement avant l'impôt et avant le prélèvement de cet impôt. Donc, c'est important encore une fois, de ne pas faire la différence entre le pro et le perso. Mais par contre, les choix pro peuvent parfois avoir un impact sur le perso, surtout que très souvent, on veut se verser une belle rémunération, parce que socialement, c'est quand même sympa de se dire « je me verse une grosse rémunération ». Mais finalement, si c'est pour en redonner une grande partie à l'État, autant peut-être piloter un petit peu en amont. Ça n'a pas beaucoup de sens, en tout cas. Alors justement, quand on est chef d'entreprise, on entend souvent parler de la holding, la fameuse holding, la sacrée sainte holding, j'ai presque envie de dire. Est-ce que c'est vraiment un outil indispensable? Et encore une fois, peut-être nous expliquer le mécanisme pour les gens qui ne sont pas chefs d'entreprise. Alors, indispensable, je n'irai pas jusque-là, ça peut l'être dans certains cas, mais c'est surtout un excellent levier pour créer de la valeur. C'est une structure juridique, une holding, c'est une société qui va en fait détenir les parts d'une autre société fille. Voilà. Je vais parler d'un seul mécanisme, il y en a d'autres qui existent, mais le mécanisme du régime mère-fille, une société mère qui détient une société fille, c'est le principe de pouvoir faire remonter des bénéfices de la société de production, d'exploitation vers la holding, avec un frottement fiscal très faible. Uniquement 5% des sommes qui remontent, des flux qui remontent, sont imposés. D'accord. On parlait du dividende tout à l'heure. Sortir des dividendes d'une société, ça coûte un peu plus de 30% sur la totalité des sommes que l'on ressort. Donc on se rend compte qu'en remontant des bénéfices dans sa holding, on a très peu d'impôts. C'est même dérisoire, très clairement.
Et on peut réaliser des investissements dans la holding, ce qui va permettre de créer de la valeur, mais également de protéger le patrimoine que l'on crée de la société d'exploitation qui, peut-être un jour, pourrait avoir un problème et être saisie. Moi, ça me donne l'impression quand même que la holding, c'est réservé quand même aux gros chefs d'entreprise. C'est vrai ou c'est faux? Alors, gros chef d'entreprise, pas forcément. C'est un calcul à faire. C'est un mécanisme plutôt financier, en fait. C'est un mécanisme financier. Il faut faire un état des lieux sur les coûts. Parce que, il faut des frais comptables, des frais de structure, etc. Donc, si les sommes qui remontent ne sont pas suffisantes pour couvrir tout ça, la holding n'a aucun intérêt, bien évidemment. Ouais, donc là, encore une fois, ça se calcule, en fait. Ça se calcule. Est-ce que, comme pour les indépendants, quand on est chef d'entreprise, il faut penser à sa retraite très, très tôt? J'imagine que oui. Bah oui. Hein, voilà, ça va avec. Forcément. Alors, l'erreur commune du chef d'entreprise, c'est que sa retraite, c'est la vente de sa boîte. Eh oui. Et ça, c'est risqué. Parce que, premièrement, on ne diversifie pas. Tout repose sur la vente de la société. On se rend compte aussi, avec un peu de recul, que très souvent, les chefs d'entreprise pensent que la vente de la boîte va arriver en un claquement de doigts, alors qu'en fait, ça se prépare, ça s'anticipe, ça se fait pas en quelques mois. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'anticiper les choses. Si je peux donner alors c'est une fourchette, mais entre 55 et 65 ans, se poser la question de, OK, comment est-ce que je vais transmettre ma société? Est-ce que je vais la vendre, la transmettre justement à mes enfants s'ils reprennent l'activité? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Pas d'argent forcément pour la retraite, peut-être moins. Et donc, si revente, il y a un petit paramètre à prendre en compte, la fiscalité. La fiscalité. Parce que si ça fait des années qu'on a la société, il y a peut-être une plus-value, peut-être... on l'espère. Le souhaite, en général, c'est fait pour ça. Ouais. Et donc, si on n'anticipe pas, ça peut coûter très cher et ça peut ne pas suffire pour couvrir le manque à gagner. Et est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, toi, tu prends même pas en considération la vente de l'entreprise dans le projet de retraite? Tu l'évacues? Tu le prends un peu en considération? Non, je le prends en considération totalement, mais alors ça dépend de quand est-ce qu'on rentre en relation avec le chef d'entreprise. Si on rentre en relation assez tôt, on le sait, la vente de la société sera l'élément principal de la retraite. Par contre, rien n'empêche, dès le début, de mettre en place une stratégie d'investissement, à titre perso ou à titre pro, pour justement compenser. J'ai un exemple alors qui est malheureux, entre guillemets. Je rencontre un chef d'entreprise retraité qui a déjà vendu sa société. Alors j'arrive trop tard, malheureusement. Et la problématique, c'est que rien n'avait été anticipé en termes de fiscalité, mais en termes de niveau de vie également. Et quand on s'est rencontrés, le fruit de la vente fondait comme neige au soleil. Ah, d'accord. L'état des comptes de ce client, en fait, était toujours basé sur son niveau de vie quand il était encore en activité. Avant, ok. Donc, il n'y a pas eu finalement de remise à niveau. Et donc, il piochait dans sa trésorerie. Donc, on a tout de suite stoppé l'hémorragie. On a essayé de mettre quelque chose en place pour qu'il puisse avoir des revenus complémentaires et ne pas piocher vraiment dans cette trésorerie. Mais si on s'était rencontrés plus tôt, l'impact aurait été beaucoup plus important et la situation aurait pu être évitée. Justement, sur la transmission ou cession d'entreprise, est-ce que ça s'anticipe vraiment, en fait? Oui, ça s'anticipe et il vaut mieux l'anticiper pour parfois avoir des mécanismes de report de fiscalité, d'imposition. Sans trop rentrer dans le détail, l'idée, en fait, c'est que si les enfants veulent reprendre le flambeau, là, c'est facile. On y pense directement. On reprend le flambeau et puis l'activité continue. Et donc là, on a un mécanisme de transmission de part de la société assez simple. Ça peut être aussi un rachat, éventuellement, selon le montage. Mais ça s'anticipe pour la simple et bonne raison que si les enfants ne sont pas forcément dans le domaine d'activité, mais qui veulent juste récupérer la société pour la piloter, parce que ça peut être aussi un sujet, on ne le fait pas en 6 mois. Il faut préparer la transition, préparer les enfants également. Donc ça s'anticipe effectivement. Quelle est, selon toi, l'erreur ou les erreurs que tu vois le plus chez les chefs d'entreprise, justement? Le manque d'anticipation. Chef d'entreprise, alors comme beaucoup, le nez dans le guidon. On a le nez dans le guidon, effectivement, et on ne prend jamais ce temps qui est hyper important, justement, de chef d'entreprise, d'architecte, pour regarder un petit peu l'image complète. Et ça coûte cher, très clairement. Alors, j'aime bien souvent terminer un peu cette émission avec des idées reçues. Donc, on va balayer certainement celles que tu as déjà entendues. Idée reçue numéro 1, les salariés sont désavantagés par rapport aux indépendants et entrepreneurs.
Pour moi, c'est une fausse idée reçue. Le salarié a un avantage sur les deux autres statuts, c'est le salaire justement et la stabilité financière. Stabilité financière, c'est gage de construction de patrimoine dans le temps. Idée reçue peut-être ou pas, tu vas me dire. Les entrepreneurs ont forcément les meilleures stratégies, parce qu'on se dit ils sont capitaines d'industrie, donc ils savent où ils vont. Oui. Ben, on l'a vu, non, ils ne savent pas forcément où ils vont, parce que c'est un métier à part entière, de piloter, de conseiller. Avoir plein d'options ne veut pas dire avoir une stratégie définie. Et donc, le conseil que je donne à chaque fois, c'est prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'être accompagné par un professionnel du métier, et je parle bien d'un professionnel du métier, pour faire les bons choix. Alors, idée numéro 3, il faut gagner beaucoup pour se constituer un patrimoine. Fausse idée, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, à partir de 25 €, solution d'investissement haut de gamme, ça laisse le champ des possibles. Ça reste quand même un peu dans l'imaginaire collectif de se dire qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un patrimoine et que c'est réservé aux riches. Exactement, c'est l'image du conseiller en investissement qui est habituellement réservé aux plus fortunés. Idée numéro 4, la retraite, ce n'est pas le même combat selon le statut. Alors, effectivement, c'est pas le même combat, par contre, ça s'anticipe dans tous les cas. Il faut prendre le temps de se poser, prendre le temps de mettre en place les choses, mais les tenants, les aboutissants seront différents, les leviers également, mais ça s'anticipe. Dernière idée, il existe un meilleur profil que les autres pour investir. Alors, si Edouard Baird était avec nous, je pense qu'il dirait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Blague à part, le profil, on l'a compris tout au long de cet échange, c'est que les leviers à utiliser vont être différents. Mais la bonne question à se poser, c'est finalement, est-ce qu'on a besoin d'être conseillé? Et la réponse est bien évidemment que oui. Pour avoir cette vision globale et avoir un œil objectif aussi sur le profil. Et donc, il n'y a pas un meilleur profil que l'autre. Tout profil peut investir dès lors qu'il est conseillé et qu'il décide de le faire surtout. Et qu'il a les bons conseils. Allez, dernière petite question, j'en ai 3. On n'a pas parlé du changement de statut parce que la vie n'est jamais linéaire. Bien sûr. Admettons, j'aurais mon fameux photographe, non, un salarié qui se lancerait justement en photographe indépendant, donc il passe d'un statut à un autre. Est-ce qu'il doit tout remettre à plat? Alors la bonne nouvelle, c'est que la stratégie patrimoniale n'est pas à jeter, elle s'adapte. Ouais, ok. On va piloter, on va adapter, on l'a vu sur la rémunération, etc. C'est des changements qui vont être faits. Mais il faut bien avoir en tête que les objectifs de vie resteront les mêmes. La carrière professionnelle, c'est uniquement le chemin qu'on va prendre qui va changer. Donc, il faut adapter. Et c'est une part de mon métier également, parce que, en plus du conseil en investissement, j'accompagne de futurs conseillers à monter leur cabinet, devenir conseiller à leur tour. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. On prend la situation professionnelle, qu'on va piloter bien évidemment, mais on prend également la situation personnelle, patrimoniale, pour s'assurer que la transition se fasse sans encombre et que financièrement, il n'y ait pas de trou dans la raquette, donc vraiment tout cadré de A à Z. Alors, tu parles de raquette, ça me fait penser à basket. Toi justement, tu as changé, ta vie s'est adaptée. À titre plus personnel, sans nous donner tous tes secrets, mais est-ce que tu as adapté ta propre stratégie patrimoniale? Est-ce que les cordonniers sont les... Voilà, j'allais dire, je suis un cordonnier bien chaussé. Bien chaussé, ok, ça va. Grande pointure en plus. Donc. Alors, il y a eu plusieurs étapes, parce qu'en tant que basketteur, on est salarié. Donc, je venais du milieu du salariat, mais on a aussi un côté, finalement, indépendant, parce qu'on pilote sa retraite, sa carrière, pardon. Et donc, la transition s'est faite assez naturellement, mais c'est beaucoup d'apprentissage. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, je pilote ma rémunération, je pilote ma stratégie patrimoniale, et puis surtout, tout ce qui va concerner la fiscalité, la retraite, comme on l'a vu un petit peu tout au long de l'échange. Mais effectivement, il faut tout gérer et mettre ce cadre dont je parlais. Et pour le coup, c'est pas facile au début, mais on le fait. Alors, autre exercice difficile, arriver à résumer tout ce qu'on vient de se dire en un seul bon conseil. Si on doit retenir qu'une seule chose, ça serait quoi? Prendre le temps de poser les objectifs et surtout d'être accompagné. On l'a vu souvent, quel que soit le profil, c'est le manque de vision qui pose problème, le manque d'anticipation. Donc si je dois résumer, c'est poser vos objectifs et surtout faites appel à un conseiller pour la simple et bonne raison que c'est un métier à part entière. On a accès à des leviers, on a accès à des solutions et surtout on a une vision d'ensemble que très souvent au quotidien, on n'a pas. Donc, faites appel à Alexandre. Faites appel à Alexandre.
On espère en effet qu'Alexandre vous a donné plein de bons conseils, de tips, qu'il vous a vraiment éclairé sur les différents statuts et les différentes opportunités qui s'offrent à vous. N'hésitez pas donc à continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux Innovea, sur la chaîne YouTube, les différentes plateformes de podcast. Évidemment, abonnez-vous pour ne rien louper, vous likez, vous commentez. On vous met toutes les petites informations en description et on vous dit à bientôt.